Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition du journal sur les antennes de la RTNC Congo Central. Madame, Messieurs, bienvenue. Début ce lundi 17 mars 2025 à Matadi, chef-lieu du Congo Central, de l'audience foraine de plus de 50 présumés bandits urbains appréhendés à Matadi dans le cadre de l'opération Dobo. Plus de 17 prévenus ont comparu devant la justice militaire en présence du ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Moutamba, et du gouverneur du Congo Central, Grashkwanga Maswangi Bilolo. Cette initiative vise à renforcer la sécurité dans la province du Congo Central. Madame, Messieurs, nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Début des travaux de réhabilitation du trou qui se trouve en face du garage Soudéique sur l'avenue Hervé Diakessé dans la commune de Matadi, travaux financés par les gouvernements provinciaux. L'heure est maintenant à la démolition de la dalle de roulement de la route qui mène vers l'auditorat militaire en passant par le rond-point Bouima en face du garage Soudéique dans la commune de Matadi. Ces travaux de réhabilitation sont exécutés pour une durée de 3 mois par l'Agence des travaux publics en sigle APT Congo Central, financée par le gouvernement provincial. Ces trous ont une profondeur de 12 mètres. Les techniciens trouvés sur place évoquent quelques difficultés rencontrées sur terrain. Il s'agit notamment de la circulation des véhicules et motos pendant les heures des travaux. Ces derniers plaident auprès des autorités pour qu'une solution soit trouvée afin de leur permettre de mener à bien le travail. Pour rappel, ces trous ont été provoqués par une érosion. La réhabilitation de cette voie va faciliter la circulation à nouveau aisée des usagers de la route Bouima-Terrain-Soyo. Dans le cadre de la campagne Tous à l'école, il s'avère de progrès. Les jeunes filles vont de plus en plus nombreuses à l'école. Un constat de la rédaction. L'éducation des bases est un concept nouveau adopté par plusieurs pays africains dans la perspective de l'atteinte de l'objectif de développement durable numéro 4. En République démocratique du Congo en général et dans la ville de Matadi en particulier, quelques avancées sont enregistrées dans les établissements scolaires, notamment l'effectif des élèves dans des salles de classe. Les effectifs que nous avons aujourd'hui ont augmenté. Nos élèves féminines, grâce à la gratuité aussi, ça permet quand même à ce que les écoles puissent récupérer beaucoup d'enfants malgré, s'il faut voir les statistiques, en 2021, il y avait 52% d'élèves qui étudiaient. Juste en 2018, nous sommes maintenant à 78% des élèves qui étudient. Malgré des élèves qui étudient gratuitement et ceux qui payent les écoles privées, on a encore 1,6 million d'enfants qui sont encore restés à la maison, qui n'ont pas la possibilité d'atteindre le milieu scolaire. Mais de toutes les façons, il y a eu quand même des avancées. On a récupéré beaucoup de filles, mais ce que nous demandons aussi à notre État de faire encore un effort, de multiplier les efforts, parce que là où il y a beaucoup d'enfants et un seul enseignant, c'est difficile que l'instruction passe d'une très bonne manière par rapport là où il y a peu d'élèves. Comme il y a maintenant afflux d'enfants dans une salle de classe, l'État est obligé maintenant de construire de nouvelles écoles pour qu'on puisse récupérer tous ces enfants-là. Mbompongi Epoka, Jean-Rémy, directeur du complexe scolaire Les Enfants Intègres, invite les parents à envoyer les enfants à l'école. Mes chers parents, nous savons que les moments sont durs, mais l'État nous a facilité, nous a donné des écoles de gratuité. Lorsque vous voyez qu'à l'école privée ça ne va pas, amenez votre enfant là où il y a la gratuité. Les enfants qui traînent encore à la maison parce que les parents n'ont pas de possibilité. Je crois que c'est un prétexte qui ne tient pas debout parce qu'il y a la gratuité. L'éducation de base vise le plein épanouissement de la personne humaine. Elle s'inscrit dans les engagements pris par le chef de l'État pour faciliter l'accès à l'éducation pour tous. Parlons santé dans ce journal, Madame, Messieurs, la prise en charge à temps du diabète par la chirurgie vasculaire peut contribuer à éviter des conséquences telles que la plaie diabétique, les gonflements des jambes ainsi que l'amputation de membres inférieurs. Ces propos recueillis sont de Dr Blondel Bamounikene, spécialiste en chirurgie. Il est au micro des Ozer du Ampovesa.
Quand vous constatez que vous êtes diabétique ou un de vos proches est diabétique, il faut non pas seulement consulter, soit vous consultez votre médecin et lui demander aussi une consultation en chirurgie vasculaire. C'est pour prévenir toutes les complications, notamment les amputations, les AVC, les maladies des reins et tous ces fléaux-là. Quand vous êtes diabétique, vous sentez déjà des douleurs au niveau de votre membre inférieur, des crampes. Il faut déjà venir consulter. Là, on va poser les diagnostics, on verra là où les artères sont bouchées, parce que les pieds diabétiques, ça arrive quand les artères sont bouchées. On répare ça à temps et on va éviter les pieds diabétiques. La chirurgie vasculaire va ensemble avec des radiologues interventionnels, va ensemble avec les diabétologues, parce que c'est les diabètes qui bouchent les vaisseaux. Il va ensemble avec les neurologues, parce que les diabètes créent des AVC. Il va ensemble avec des néphrologues, parce que les diabètes créent des maladies des reins. Il va ensemble avec d'autres disciplines, notamment les infectiologues et tous ces mondes-là. Donc la chirurgie vasculaire, c'est un arbre au milieu du village dont l'intérêt principal, c'est principalement les diabètes ici, en Afrique subsaharienne. C'est plus les diabètes et les hypertendus. Pas seulement les diabétiques, il y a même les hypertendus. Ils font ce genre de plaies-là au niveau des pieds. Et en Europe, ce sont des gens qui ont fumé. Quand il y a des pieds gonflés, les jambes gonflées tout le temps, non pas seulement ça peut être une anomie, donc artériopathie oblitérante des membres inférieurs qui est d'origine diabétique, chez les hypertendus ou chez les gens qui ont beaucoup fumé, ça peut être autre chose, notamment les insuffisances veineuses, les maladies des veines. Les varices, ça peut créer ça, les lymphoédèmes ou maladies Nzoko. Et dans ces cas-là, on réalise toujours l'échographie. Donc, ton médecin, ou tu peux venir directement chez nous, non, ma colonne vimba et tout, on va vous demander une échographie, on voit l'origine. Si ce n'est pas l'AOMI, donc artériopathie oblitérante des membres inférieurs, dans les stades terminaux, on appelle ça vulgairement pied diabétique. Si ce n'est pas ça, c'est que c'est autre chose que nous, on va rechercher. Peut-être que c'est rien. Donc voilà. Les salitistes de l'église armée du Sali de la division du Bas-Fleuve Océan ont célébré avec faste les 40 ans de service et la retraite du couple colonel Gracia et Lydia Matondo le dimanche 16 mars dernier au poste salle centrale situé à Biwewe dans la commune d'Nzanza. C'est à travers les cultes du dimanche 16 mars 2025 dans la salle centrale de l'église armée du Sali située à Biwewe dans la commune d'Nzanza qu'est célébré le départ en retraite des colonels Gracia et Lydia Matondo, représentant légal de l'église armée du Salut RDC après 40 ans de service à la tête de l'œuvre de Dieu. Le choix de la division Bas-Fleuve Océan pour l'organisation de cette fête est un honneur qui s'inscrit dans les annales de l'histoire de l'armée du Salut division Bas-Fleuve Océan conduite par le major Jean Kiala. Ce culte a été honoré de la présence du maire de Matadi, Dominique Nkodiambete. Dans une salle pleine comme un œuf, le colonel Lydia Matondo retrace leur parcours à la tête de l'armée du Salut RDC de 1985 à 2025, soit 40 ans de service. Dans son prêche tiré de Lévitique 27 à 8, avec comme thème « C'est Dieu qui nous sanctifie », le colonel Gracia Matondo invite les salutistes à l'autosatisfaction spirituelle et à être propres intérieurement. L'occasion faisant de larron, une prière est dite à l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour la restauration de la paix dans la partie est de la RDC, victime d'une guerre injuste. Le maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, remercie les autorités de l'armée du Salut division Bas-Fleuve Océan de la réussite de cette manifestation tout en transmettant les salutations du gouverneur de province Grace Nkwanga Maswangi Bilolo. Au nom des salutistes Bas-Fleuve Océan, le sergent Lundu remercie le couple colonel Gracia et Lydia Matondo pour le travail abattu durant leur mandat. Il procède à la remise d'une enveloppe consistante aux retraités, geste qui leur va droit au cœur. 40 ans de service, c'est grâce à Dieu. Les colonels sortants souhaitent que les salutistes continuent à répondre à l'appel de Dieu et invitent en même temps la jeunesse salutiste à s'enrôler massivement dans l'armée. Les salutistes puissent continuer
à répondre à la vocation parce qu'il y a vraiment un besoin pressant de serviteurs de Dieu à travers la République. Durant mon mandat, les autorités m'ont soutenu et je demande à ceux qui continuent aussi à soutenir mon remplaçant et aussi à soutenir l'Église. À la jeunesse, à l'ITIS, c'est aussi le moment pour eux de s'enrôler dans nos forces armées. C'est le 11 juin 2025 que le couple Gracia et Lydia Matondo va officiellement céder les bâtons de commandement au couple lieutenant-colonel Dieudonné et Philippine Tshilolo, nouveau représentant légal. Parlons sport dans ce journal, madame, messieurs. Pendant qu'ailleurs le football féminin devient un business, à Matadi, il piétine encore à cause de plusieurs pesanteurs. Suivez. Le football féminin n'intéresse pas trop le Matadien. Et pourtant, sous d'autres cieux, c'est devenu même du business. Quels sont les mots qui rongent ces footballs à Matadi? Véronique Kassazeza, présidente de la commission provinciale du football féminin du Congo central. C'est ça que nous sommes, le football féminin commence à se développer. Parce qu'à l'époque, le football féminin s'est pratiqué seulement à Matadi, avec Promo Sport qui organisait les tournois interquartiers. Et bien après, ça a évolué. Le football féminin, on le trouve partout, même dans les vrais fonds, dans les milieux ruraux. Ce sont des équipes qui évoluent de façon informelle. Le football, je dirais que ça a connu un pas, surtout qu'avec notre arrivée à la tête de la commission provinciale du football féminin du Congo central. Sauf que quelques problèmes qui freinent encore le football féminin pour aller de l'avant. Peut-être du côté tactique. Là, peut-être je veux dire que non. Si nous n'avons pas une évolution de ce côté-là, du côté tactique, c'est parce que nous n'avons pas jusqu'à de bons managers. Parce que vous savez, avec le football, il faut avoir des moyens. Le football n'est pas comme par le passé. Le football aujourd'hui, c'est devenu un business. Donc, quelqu'un qui pratique le football, il a droit au matériel pour son évolution, une prime, soit à un salaire. Donc c'est ce qui fait que vous voyez dans d'autres provinces, ceux qui en pratiquent le moins, ils ont quelque chose, ils ont des motivations. Au Congo central, nous avons des clubs qui évoluent de manière informelle. Si le gouvernement rend le football comme le football masculin, c'est pratique. Moi, je pense qu'on ne perdra pas. Avec un nouveau regard et une volonté collective, le football féminin peut toujours renaître de ses cendres. Dans le cadre de 5 minutes pour la femme durant le mois de mars, mois dédié à la femme, la rédaction du journal télévisé le consacre aujourd'hui à Cardine Bitutu, technicien de laboratoire au laboratoire provincial de santé publique à l'hôpital provincial de Kinkanda. Elle est au micro de Christine Bingaya Sakina. Je m'appelle Bitutu Wangana Cardine. Je suis biologiste médical au laboratoire provincial de santé publique ici à Matadi, qui se trouve à l'hôpital. Auparavant, les laboratoires étaient le domaine des hommes. Mais quand on grandissait, je me suis dit que non, il faut que je fasse le laboratoire. J'ai trouvé que c'est le domaine qui était vraiment trop bien pour nous les femmes, pas seulement pour les hommes. Et puis par là, j'ai maîtrisé mon travail. Notre domaine a pour rôle, c'est pour confirmer et affirmer les diagnostics. Donc, quand les médecins consultent, nous étant que biologistes médicaux, nous sommes là à affirmer et à confirmer les diagnostics. Ce que les médecins a suggéré comme hypothèse. Avec les hommes, il n'y a même pas d'injustice. Le matin, chacun de nous sait quelle est ma tâche du travail aujourd'hui. Donc là, pour le travail, nous sommes au même point d'égalité. Il n'y a pas d'injustice. Je suis une femme travailleuse, je sais comment manager avec la maison et le travail. Je sais que pour le travail, il faut que je quitte ma maison à 8h juste pour arriver à 8h30. Et puis, au travail aussi, nous avons un temps limité pour terminer le travail.
Dès que le temps est là on laisse et puis je vais rejoindre la maison pour continuer aussi le travail en tant que femme à la maison. Mais quand je suis au travail, je ne me comporte pas en tant que femme, je me comporte en tant que travailleuse. Et je ne peux pas montrer ma faiblesse devant le travail parce que je peux être remplacée. D'où je suis censée de faire tout ce qui est comme tâche du jour. Et quand je rentre à la maison, je vais me comporter en tant que femme, je fais mes ménages calmement. À la maison, je sais comment planifier, comment faire les ménages et aussi au travail, je sais comment gérer mon temps. Nous avons aussi les ambitions de monter des grades, pourquoi pas d'être les chefs quelque part, parce que nous avons étudié pour gérer aussi et être aussi femme utile dans la société. Quand vous êtes à la maison, il faut vous comporter en tant qu'une femme ménagère. Donc, prendre toutes tes responsabilités en tant que maman à la maison. Mais dès que vous êtes au travail, il faut bien faire voir au travail que je suis capable de faire tout ce qui est comme tâche, comme travail dans ton service. Et pour ceux qui sont à la maison, je vous demanderai si vous avez un diplôme ou bien si vous avez l'ambition d'aller étudier. En tout cas, ne gâchez pas le temps, allez faire vos études parce que la femme, c'est une être qui est vraiment très spéciale parce que les mamans qui gèrent tout. Si vous allez vous comporter comme des femmes inutiles dans la société, là vous allez rester seulement dans ce niveau-là que vous êtes là. Mais prenez du courage. Si vous n'avez pas un petit papier là, un diplôme, cherchez des voisins moyens de faire quelque chose. Comme annoncé au début de ce journal, depuis ce lundi 17 mars 2025 à Matadi, chef-lieu du Congo central de l'audience foraine, de plus de 50 présumés bandits urbains appréhendés à Matadi dans le cadre de l'opération Dobo. Plus de 17 prévenus ont comparé devant la justice militaire en procédure de flagrance en présence du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, et du gouverneur du Congo central, Grace Kwanga Maswangi Bilolo et Militsili Maïmba, signe pour vous ces reportages. Devant le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, maître Constant Moutamba, du gouverneur du Congo central, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, ainsi que le ministre provincial en charge de la justice, Edouard Sambansitou, le tribunal militaire des garnisons de Matadi siégeant en procédure de flagrance juge plus de 64 présumés bandits urbains appelés Koulounan, appréhendés par la police. Fruit de l'opération Dobo, 0 Koulounan, lancé dernièrement à Matadi, chef de la province du Congo central. Au cours de cette audience foraine, organisée lundi 17 mars sur le stade d'Amar en ville basse, ces présumés Koulouna présentés par l'organe de la loi compare devant la justice militaire des tribunaux militaires des garnisons de Matadi présidées par le lieutenant-colonel Joël Dikoko qu'assiste le major Peniel Pongo. L'opération Dobo, 0 Koulouna, qui bénéficie de l'accompagnement du gouverneur de province grâce au Kwanga Maswangi Bilolo en termes de moyens logistiques, en vue de lutter contre la criminalité urbaine, va s'étendre jusqu'à l'intérieur de la province. Une façon pour le gouverneur de province de réaffirmer son engagement à restaurer l'ordre et la sécurité, mais aussi à faire de la justice un pilier central dans la lutte contre l'impunité. À présent, l'actualité en dehors de nos frontières, escalade de violence entre les Yémen et les USA. Après les attaques des USA contre les Yémen, la communauté internationale condamne. Côté américain, les attaques Houthis contre le USS Harry Truman, ici en image d'archives, n'ont pas été confirmées. Mais les rebelles du Yémen ont bel et bien revendiqué 2 attaques contre ce porte-avions en mer Rouge. Les forces armées yéménites ont visé pour la seconde fois en 24 heures le porte-avions américain USS Harry Truman dans le nord de la mer Rouge, avec de nombreux missiles balistiques et de croisière, ainsi qu'avec des drones, dans un engagement qui a duré plusieurs heures. Une riposte annoncée et mise à exécution par les Houthis après les frappes américaines de samedi. Des frappes qui ont visé la capitale ou encore le gouvernorat de Saada au nord et qui, selon les rebelles, ont fait 53 morts et une centaine de blessés.
Après la décision de Donald Trump de frapper les Houthis, leur chef avait déclaré qu'il répondrait à l'escalade par l'escalade. Affirmant agir en solidarité avec les Palestiniens de Gaza, ils avaient fait part la semaine dernière de leur intention de reprendre les attaques qu'ils mènent depuis plus d'1 an au large du Yémen contre des navires de commerce qu'ils estiment liés à Israël. Notre décision ne concernait que l'ennemi israélien, mais désormais les États-Unis sont également inclus. Mais le fait que l'Amérique fasse de la mer un théâtre de guerre affectera la navigation internationale. C'est pourquoi il est du devoir de tous les États de savoir qui représente une menace pour la navigation. Face à l'escalade, l'ONU a demandé aux États-Unis et aux Houthis l'arrêt de toute activité militaire, une position relayée par Moscou, soutien de l'Iran. Téhéran, lui-même soutien des Houthis au Yémen, a condamné des frappes barbares et rejeté les menaces de Donald Trump à son encontre. Première image du pape François depuis son hospitalisation il y a plus d'1 mois. C'est la première image du pape depuis son hospitalisation il y a plus d'1 mois. Sur ce cliché fourni par le Vatican, le souverain pontife apparaît de dos, sur un fauteuil roulant, priant dans une chapelle de l'hôpital Gemelli à Rome, où il a été admis en février. Un signe de vie qui, en cette période de carême, a de quoi rassurer les fidèles, qui vivent au rythme des mises à jour sur son état de santé depuis qu'il a été admis dans cet hôpital. Ce dimanche, un tango a été organisé devant l'établissement en hommage au souverain pontife, qui est d'origine argentine. Non me lo dimentico più. Mi ricordo essere avvicinata a lui e le dico: Santo Padre, posso dare un abbraccio tanghero? E lui mi risponde, mi dice: a me quanto piacerebbe ballare un tango con te. E io morivo. Io quando mi aveva detto quello ho detto: è un'emozione bellissima sapere che lui è argentino e che ama il tango come lo amiamo noi tangheri. È proprio una cosa meravigliosa che credo che si merita farle arrivare la nostra energia. Plus tôt dans la journée, le service de presse du Vatican avait diffusé un message du pape François dans lequel il remercie les fidèles et dit être affaibli et confronté à une épreuve. Malgré une amélioration de son état de santé, aucune sortie n'est pour l'heure envisagée. Son pronostic vital n'est plus réservé, mais selon le dernier bulletin médical officiel publié vendredi, l'état clinique du pape est décrit comme complexe. Depuis le 14 février, François occupe un appartement aménagé au 10e étage de cet hôpital où il est soigné pour une double pneumonie. Il s'agit de l'hospitalisation la plus longue depuis son élection en 2013. Ces dernières années, le pape a connu de nombreux problèmes de santé et le souverain pontife, âgé de 88 ans, ne se déplace plus qu'en fauteuil roulant depuis 2022. Enfin, les astronautes bloqués dans la station spatiale vont devoir être libérés. L'équipage de relève est bien sur place. Des embrassades en apesanteur pour les 4 membres d'équipage arrivés ce dimanche dans la station spatiale internationale. Un moment d'émotion suspendu, particulièrement fort pour leurs hôtes, Butch Wilmore et Suni Williams, astronautes de la NASA bloqués depuis 9 mois dans l'espace, faute de navette retour en état de marche. Leur relève est arrivée à bord d'un vaisseau SpaceX Crew Dragon qui doit les ramener sur Terre dans les tout prochains jours. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette grande édition du journal de la rédaction, réalisée par Sami Mamangana, Idriss Manoukou, Arnold Kiwanzo, Edine Ziza, supervisé par Henri-Lambert Vezolo Matala. La coordination a été de Sergio Ampovisa. Madame, Messieurs, l'actualité, elle est en continu sur notre plateforme YouTube RTNC, KC officiel. Abonnez-vous massivement. Au revoir.